Chers amis, bonsoir. Nous vous avons conviés à notre première vidéoconférence débat et Géopragma est très heureux de vous avoir en ligne, même si évidemment ça ne vaut pas un rassemblement plus humain. Nous avons la chance de recevoir pour cette première le professeur Rudolf Elcarré. Comme on a eu un petit problème technique hier, pour tout dire, Monsieur Rodolphe Elcarré, qui devait être présenté par Madame Lalonde, notre vice-présidente, eh bien, c'est moi qui vais le présenter. Donc, Rudolf Elcarré est un professeur des universités, sociologue, politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Il est régulièrement, depuis des années, auditionné par le Parlement européen, par la Commission des affaires étrangères, par la Commission des droits de l'homme, et ainsi que la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek. Il est bien sûr l'auteur de nombreux ouvrages et chroniques consacrés à la géopolitique de la Méditerranée et des relations euro-arabes et internationales. Il nous fait donc l'amitié aujourd'hui de venir nous exposer ses vues sur les conséquences finalement de l'élection américaine, les conséquences probables, prévisibles, envisageables de l'élection américaine sur le Moyen-Orient, sur l'état du Moyen-Orient et son futur. J'espère que M. El-Karim ne m'en voudra pas, mais comme on a eu ce petit problème technique, il faut que je reprenne ses premiers propos. Je crois, M. El-Karim, que vous nous disiez que nous étions dans un momentum stratégique important, que c'était un peu la fin de ce qu'on appelait le vaisseau mère américain, ce que vous appelez le vaisseau mère américain, que désormais, au plan intérieur politique américain, il y a quand même près de 75 millions de citoyens qui paraissent hors du contrôle très bien rodé jusque-là du biparlementarisme américain. Donc c'est un peu la fin des establishments comme seul gestionnaire, y compris probablement aussi en matière de politique étrangère, même si ça ne sera peut-être qu'à la marge. Donc c'est la fin en fait du contrôle d'un hégémone stable et qui avait et qui était reconnu comme ayant force de vérité, de vertu dans tout ce qu'il disait ou prescrivait ou imposait. C'est aussi il faut aussi remarquer que les médias eux-mêmes ne contrôlent plus grand-chose et ne contrôlent plus socialement, en tout cas, la population. Il faut dire qu'on est passé quand même à un stade de cynisme assez supérieur, ne serait-ce qu'avec les déclarations pas si anciennes de Mike Pompeo sur le fait que effectivement l'Amérique volait, trichait, mentait, que tout ça c'était la pratique naturelle des relations internationales. Ça n'a évidemment pas contribué à crédibiliser l'action américaine, mais ça ne fait que rappeler ce qui s'était passé au moment du lancement de la guerre en Irak et du mensonge éhonté devant tout le Conseil de sécurité des Nations Unies de Colin Powell avec sa petite fiole de farine censée représenter des substances extrêmement dangereuses détenues par les Irakiens. Donc voilà, on est arrivé donc à un moment où en fait tout part un peu dans tous les sens. Je ne veux pas parler plus longtemps, je vais vous laisser embrayer de manière un peu artificielle sur votre deuxième point qui, je crois, portait sur les efforts justement américains pour contourner les mécanismes de l'ONU, la charte, ses principes, ses valeurs et surtout ce qu'elle se proposait de faire dans ses premières décennies d'existence. Voilà. Le deuxième point, ça a été, si vous voulez, après l'effondrement du système des blocs, la remise en cause de l'ordre né de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas une question négligeable parce que ceci va nous amener à parler tout à l'heure de l'ONU. Et cette remise en question, après les années 1990-1991, avec l'effondrement du système des blocs, très vite,
nous avons assisté à une volonté de la part des dirigeants de Washington, je pense en particulier à Madeleine Albright, de contourner l'Organisation des Nations Unies, d'une part en créant la fameuse coalition des démocraties. Pour rappel, c'est M. Hubert Védrine qui a fait capoter le projet à l'époque où la France avait encore une voix très forte sur le plan international. Nous y reviendrons, je pense, dans le débat. La deuxième tentative de contournement, ça a été cette fameuse coalition de volontaires qu'on nous a servi. Nous en avons vu les effets néfastes, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran, etc. Et encore une fois, ce sont des tentatives de contourner l'Iran. Une petite image intéressante, cette coalition de volontaires, ça me fait rappeler à l'émergence des États-Unis en tant qu'État après la guerre de sécession notamment, avec cette idéologie, si vous voulez, qui était reflétée par les westerns, où pour soutenir le shérif, le marshal rassemblait des gens qui étaient disposés en tant que volontaires à aller pourchasser les méchants. Il y a cet aspect, si vous voulez, un peu simpliste dans le regard porté parfois sur les relations internationales, mais nous y reviendrons. Le troisième point qui a affecté aussi le développement des relations internationales, c'est, vous me direz que la parole donnée, le président Chirac disait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais il faut quand même reconnaître que l'accord qui avait été conclu de démantèlement du pacte de Varsovie d'un côté et de l'OTAN de l'autre a abouti à exactement quelque chose de tout à fait inverse. Alors que l'OTAN était un pacte défensif, nous constatons que c'est devenu un pacte, en fait, pour l'élargissement des compétences. Il est passé d'une situation d'alliance défensive à une situation d'hégémonie défensive. Je parle des 30 années qui ont accompagné ce que moi j'appelle, comme universitaire, la globalisation américaine. Et là également, on peut en débattre. Et ça a été accompagné. À la fin, nous avons ce que nous avons aperçu, c'est en anglais on dit increasing, c'est-à-dire qu'un développement de plus en plus profond de cette fameuse ingérence sur laquelle je pense qu'il faudra revenir et qui, je crois, sera remise en question dans les mois qui viennent. Et nous avons assisté presque à une hérésie, c'est-à-dire que nous avons vu une tentative d'extrapoler l'extension des valeurs nationales américaines, identifiées elles-mêmes à ce qu'ils appellent l'intérêt national américain, jusqu'à vouloir faire des lois nationales américaines des lois universelles. Ça porte quand même à débat. Évidemment, ça j'y reviendrai quand je parlerai de l'ONU, parce que je souhaite terminer tout à l'heure sur la question onusienne et sur l'Europe. Toute cette démarche, toute cette dynamique s'est faite au détriment de l'ONU, au détriment de la charte, et je parle ici principalement de l'ONU comme principe, comme institution, et non pas comme ONU pratique, parce qu'il faudra encore une fois là effectuer un énorme aggiornamento concernant les pratiques de l'ONU. Je donne deux exemples. Le système pétrole contre nourriture est, à mon sens, et du point de vue des droits de l'homme et des droits humains, un crime contre l'humanité. Et la deuxième chose, la deuxième illustration, c'est un débat que j'ai eu un jour avec M. Jean-Marie Guéhenno. Je dirais la capitale dans laquelle s'est produit ce débat. Mais M. Guéhenno, lorsque je l'ai interrogé sur les pratiques de Landov dans le Golan syrien occupé, M. Guéhenno m'a répondu « Nous traitons avec des forces de fait ». Comme respect de la charte de l'ONU et du rôle de l'ONU, ça me paraît quand même problématique et ça, nous pourrons également y revenir. Le bilan. Il y a d'abord, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une résorption des capacités globales états-uniennes. Cette résorption, évidemment, elle ne touche pas les armes de destruction massive, elle ne touche pas les capacités globales des États-Unis, mais elle touche leur capacité opérationnelle. J'en veux pour preuve, et là également, je suis très lapidaire, l'échec à l'ONU devant l'Iran, l'échec à imposer un nouvel embargo sur les armes,
ce qui se passe en Syrie, le Venezuela, etc., etc. Nous reviendrons sur la Syrie tout à l'heure, parce que je ne pense pas que nous allons dans une ère, dans un premier temps du moins, et j'expliquerai également pourquoi, nous allons entrer dans une ère de stabilité et de coopération internationale, parce que je crois que, pour la faire encore une fois très courte, et je veux proposer cette idée sous forme de problématique, je me pose la question de savoir si, face à ce momentum historique, on peut faire, pardonnez-moi l'expression, du neuf avec du vieux. C'est-à-dire, pour la faire courte également, si M. Anthony Blinken compte gérer les relations internationales, et notamment au Proche-Orient, avec la même vision qui a été la sienne lorsqu'il était l'assistant de Mme Clinton ou de M. Biden, eh bien, pour la faire courte, évidemment, encore une fois, je crois que les États-Unis, et ils risquent d'entraîner d'autres États et d'autres régions, vont droit dans le mur. Donc, je disais que ces capacités globales des États-Unis, cette capacité d'intervention et de déploiement planétaire, ont nettement diminué. Ça devrait nous faire réfléchir et nous amener à réfléchir également sur les responsabilités, d'une part, de l'Union européenne, où est-elle? Deuxièmement, sur les responsabilités de toutes les forces locales qui sont affectées par cette région, et notamment dans cette région du monde qu'est le Moyen-Orient. Parce que, pour prendre un seul exemple, s'il y a un retrait américain, et je pense qu'il y aura un retrait relatif dans certains États, l'Irak, l'Afghanistan, des États-Unis, cela va, par un effet automatique, il n'y a jamais de vide en politique, va appeler des États de la région à essayer de remplir le vide, entre guillemets. Nous en avons deux exemples. Un exemple un tout petit peu dénué de sagesse, qui est celui, sauf le respect de tout le monde, du président turc Erdogan et de sa politique actuelle, sur laquelle nous pourrons revenir, je pense, dans le débat. Et de l'autre côté, et ça peut être paradoxal, la politique de sagesse, même si elle apparaît parfois autrement, de l'Iran, qui va être appelé dans les semaines qui viennent à être un facteur de stabilisation, autant en Afghanistan qu'en Irak. Et je pense que sur cette question, il faudra également s'étendre. Un autre point que je voudrais soulever ici, c'est la question, dans le cadre de la politique étrangère américaine, c'est la question des sanctions, la politique de sanctions. J'ai appelé ça un jour le degré zéro de la diplomatie. Je rappelle que M. Pompeo, lorsque M. Pompeo a pris ses responsabilités, la première déclaration qu'il a faite, ça a été de dire la diplomatie ne sert à rien. Vous avez vu le résultat de toute cette démarche pendant 4 ans, une déstabilisation globale et un reflux relatif des États-Unis. Là également, on voit les manquements de l'Europe. Là également, je me pose la question de savoir si faire des sanctions à tour de bras n'est pas en fait totalement contre-productif. Puisque si on prend cette trajectoire, j'allais dire sanctionno-guinolente, pour former un néologisme, parce que les sanctions touchent également les populations, touchent la vie des populations. Quand on fait un blocus, quand on fait un siège, ça affecte directement les populations. Moi, je me pose la question de savoir si ces sanctions n'ont pas réussi en réalité à provoquer et à accélérer d'autres alternatives. Et je pense ici aux BRICS, à l'organisation de Shanghai, et également, et là, on pourrait revenir sur la question, à cet accord de libre-échange qui a été conclu entre la Chine et 16 pays, 15 ou 16 pays d'Asie récemment, il y a 2 semaines, et qui est quelque chose d'extrêmement important à suivre parce que nous avons là une zone de libre-échange qui touche près de 2 milliards de personnes, de laquelle les États-Unis finalement ont été exclus. Nous avons également le problème rapidement de l'effet de la pandémie sur les fractures internes au sein des États-Unis. Ça, nous pourrons y revenir dans le débat.
et l'effet de la pandémie sur les relations internationales, parce qu'il y a une énorme perturbation et nous avons vu que la gestion de la pandémie telle qu'elle s'était produite dans certains États, non seulement laissait à désirer, mais aggravait et servait de révélateur à des crises profondes. Parallèlement, nous avons l'émergence de forces régionales, de plus en plus présentes dans l'espace régional au Moyen-Orient. D'un côté, nous avons la Turquie d'Erdogan avec une dynamique de revivalisme de l'Empire ottoman. Je m'empresse de dire que M. Erdogan peut penser ce qu'il veut, mais M. Erdogan et la Turquie n'ont rien à voir avec l'Empire ottoman. Elle est, comme une série d'États de la région, à la fois un résidu de l'Empire ottoman et un héritier. Lorsqu'on dit héritier, ça fâche les Grecs. Lorsqu'on dit résidu, ça fâche les Turcs. Ça signifie qu'on est, je pense, par cette définition, on n'est pas très loin de la vérité. La deuxième chose, la tentative américaine sous Pompeo et sous Trump d'un retrait relatif régional va entraîner en fait la mise en place de nouvelles alliances. Mais ce sont des alliances qui ne sont pas nécessairement des blocs homogènes. Ce sont des alliances dans lesquelles chaque membre de l'alliance a sa spécificité propre. Il y a un socle qui est en train de se construire et qui est quasiment, à mon sens, totalement irréversible. C'est le socle continental, Russie, Chine et Iran. Chacun à partir de sa position. Ça également, il faudrait, je pense, le remettre sur la table lorsqu'on examinera les évolutions de la région elle-même. Nous avons deux axes d'évolution. D'un côté, un axe construit sur un revivalisme des conflits, si vous voulez, une exacerbation des conflits. Nous sommes en train de voir, et là également, je suis désolé de schématiser, c'est ce que M. Pompeo a essayé de faire au cours des dernières semaines avec un axe associant l'État d'Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc. Est-ce que ce type de mise en place d'alliance est vivable? Ça aussi, c'est sujet à débat. Je rappelle simplement qu'il est extrêmement intéressant de voir que de part et d'autre, il y a des messages qui sont en train de passer. Il y a une remise en cause à l'intérieur de l'État d'Israël du fait d'avoir divulgué la fameuse réunion avec Mohammed Ben Salman. Mais il y a de l'autre côté un message qui est une riposte. Là, je pense que le missile de croisière qui est arrivé sur Aramco Jeddah n'est pas loin de cette problématique. Là également, je pense que dans le débat, nous pourrons l'aborder. Vous voyez qu'il y a, quand on parle du Moyen-Orient, c'est peut-être un succès d'année, ou pardon, pas un succès d'année, un précipité de ce qui se passe un peu dans le monde. Est-ce que nous allons vers une confrontation directe entre deux axes qui se constituent, ce que certains appellent l'alliance face à l'Iran, Arabie Saoudite, Émirats, avec une petite nuance, c'est que ça me rappelle les Anglais et les Français, pardonnez-moi, de l'époque du mandat, où ils étaient de connivence pour se partager les dépouilles de l'Empire ottoman, mais ils étaient en concurrence sur la part des dépouilles de chacun. Et là, nous assistons, que ce soit au Yémen ou ailleurs, à un conflit interne entre les Émiratis et les Saoudiens sur comment mettre la main sur la plus grande part du gâteau, entre guillemets, ou de fromage, certains appellent ça comme ça, mais en réalité, ce type d'approche, de leur part, occulte totalement les peuples, les sociétés et les États concernés. Et là, je crois qu'il y a d'énormes leçons à tirer avec ce qui s'est passé au Yémen. Et ça, de toute façon, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, nous allons le voir. Un autre, concernant le Moyen-Orient, une autre ère géographique sur laquelle il faudra revenir, c'est le Caucase. Ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'accord de cessez-le-feu avec la Russie, contrairement à ce que racontent certains, évidemment aux rodomontades de M. Erdogan. M. Erdogan a vu les lignes rouges
être fixé comme en Libye. Et il est intéressant de noter que ni l'Union européenne ni les États-Unis ne sont partie prenante dans cet accord. Ça, on pourra y revenir également dans le débat. Concernant la Syrie, nous allons voir si M. Blinken, si la nouvelle politique américaine, et là également, pour la faire courte, je ne sais plus combien de temps j'ai déjà pris. J'ai combien de temps? 5 minutes? 4-5 minutes? Ne vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il vous faut, c'est absolument passionnant. Je suis vraiment... N'ayez pas... Merci mesdames, merci de votre patience et de votre mensuétude. Nous allons voir si cette nouvelle politique, mais je disais qu'on ne faisait pas du neuf avec du vieux, allait être appliquée à la Syrie. Si nous prenons le texte et les prises de position du président Biden, de M. Blinken, je ne pense pas que l'on puisse être très optimiste, parce qu'il y a encore cette vision qui consiste à travailler sur une fragmentation des sociétés. Et ça, j'y viendrai lorsque je vais parler de l'ONU. Alors, là, si vous voulez, il y a deux orientations. Soit les États-Unis prennent conscience qu'ils ne sont plus seuls au monde et qu'ils ne peuvent plus gérer le monde tout seuls, et que ce qu'ils appellent le retour de M. Biden et de cette force politique qu'il représente ne signifie pas restaurer ou réparer même ce qui a été bousculé par M. Trump et par son équipe. Si les leçons ne sont pas tirées, nous allons de nouveau vers, à mon sens, de nouvelles tensions, de nouveaux conflits qui risquent d'être sanglants. Et bon, je pense que M. Biden, par exemple, va certainement tenter de revenir à l'accord sur le nucléaire dit JCPOA. Mais je ne veux pas jouer les Madame Soleil, évidemment, mais je ne pense pas qu'il va revenir au JCPOA comme certains le souhaitent. Il va essayer de l'utiliser de nouveau pour faire pression sur l'Iran. Pression maximale avec... Seulement, le problème, c'est que ce soit M. Biden, M. Blinken, etc., ne se rendent pas compte que les temps ont changé et qu'après 2014 et 2015, après l'échec en Syrie, après l'échec en Irak, après l'échec en Afghanistan, la donne est désormais tout à fait différente. Alors, si nous allons de nouveau assister à la mise en pratique d'une idéologie qui veut que les États-Unis mènent de nouveau la marche du monde, je peux vous garantir d'ores et déjà que nous allons vers des conflits extrêmement durs. Il est extrêmement intéressant, ça c'est une information toute fraîche, je n'ai pas encore sortie dans la presse, de savoir que la première personne à s'être présentée comme candidat aux futures élections en Iran, c'est le général Kahane. C'est le général qui est aujourd'hui le guide, le conseiller principal du guide suprême. C'est quelqu'un qui est supposé représenter ce que dans la presse occidentale on dit les durs. Mais je ne sais pas si cette nomenclature et cette manière de créer des catégories en Iran reflète réellement la réalité. Il n'y a pas de dur et de mou. Il y a un ensemble, une structure entière et qui s'adapte. Regardez, au moment où l'Iran a commencé à entamer des négociations, nous avons eu le président Rouhani et M. Zarif. Auparavant, on nous avait sorti M. Ahmadinejad. Et je crois que c'est intéressant de voir comment la diplomatie iranienne, qui est héritière de toute une civilisation, agit d'un côté. Le deuxième point, c'est que si nous voulons également reconstruire les relations internationales, il faudrait que les États-Unis, mais est-ce que c'est un vœu pieux, je ne sais pas, là également je la fais très courte, en finissent avec l'idéologie de la manifeste destinée et de leur exceptionnalisme. Il est grand temps qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls au monde. Lorsque Trump a pris le pouvoir, il disait America First. En fait, la traduction de America First pour M. Trump,
c'était America alone in the world, les États-Unis seuls quasiment au monde. Nous avons vu le résultat. En se désengageant, entre guillemets, en se réengageant sous certaines formes, ils ont bousculé, ils ont provoqué un énorme désordre au niveau du monde. C'est intéressant de suivre ici ce qui se passe à l'intérieur même des États-Unis. J'en prendrai juste pour illustration sous une forme qui est peut-être un peu provocatrice. Lorsqu'on voit au sein des forces armées des États-Unis, des forces de renseignement, etc., la moitié des forces armées ment à l'autre moitié, lorsque certaines je vois sourire Madame la Présidente, mais je suis désolé, c'est une caricature, mais c'est ça. Donc, il faut à ce niveau-là que les États-Unis se remettent un peu en question et remettent leur hégémonie dans le monde, qu'ils comprennent que l'ordre international ne peut être qu'un équilibre permanent, une réinvention permanente des équilibres en respectant ce que l'histoire a construit. Et ça, j'y viendrai également dans le débat. Et je conclurai sur cette question, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que, face à cette dynamique, est-ce qu'il y a une alternative? Et je réponds oui. Ça peut peut-être paraître naïf, mais je pense que l'alternative, c'est de revenir à l'ONU. Revenir à l'ONU, ça ne signifie pas du tout cautionner les pratiques de l'ONU, dont je donnais quelques exemples tout à l'heure. Ça signifie également assainir l'ONU et en faire véritablement ce que l'esprit de la charte souhaitait qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas le relais de l'une ou l'autre des puissances. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, je ne suis pas d'accord avec cette vision binaire, soit avec la Chine et la Russie, soit parce que on peut gloser autant qu'on veut, et là, je ne voudrais pas que ça soit pris comme une pique, une petite digression. Mais lorsque j'entends le président français, le président Macron, nous dire qu'il faut rétablir les relations avec la Russie, j'applaudis des deux mains. Mais lorsque j'entends la suite de la phrase, je suis catastrophé. Pourquoi faut-il rétablir les relations? Ça, je reprends ici ce terme lors de la dernière conférence des ambassadeurs. Pourquoi faut-il rétablir les relations avec la Russie? Pour la détacher de la Chine. Et là où on va. C'est fini. Il y a un socle continental qui est en train de se construire, de se structurer sur tous les plans, économiques, politiques, social, structurel, sur tous les plans. Soit on compose avec cette situation, mais qu'on ne perde plus de temps à essayer de détacher les uns et les autres parce que ça ne mènera nulle part. Revenir donc à l'ONU. Respecter les principes de souveraineté des États de l'ONU comme base du fonctionnement du nouvel ordre international rénové. La gouvernance globale, on sait sur quoi elle touche, toutes les questions qui relèvent de la vie de la planète, le climat, etc. Je suis d'une certaine manière. On verra les pratiques, rassurés sur le fait que M. Kerry va s'occuper du climat. Mais il faut respecter le droit des États à être libres de choisir leur propre destin, leurs propres aspirations géopolitiques, de déterminer leurs propres relations avec les grandes puissances, sans pression maximale, sans chantage, sans blocus, sans sanction. Favoriser des dynamiques d'association régionale, c'est le seul moyen de retrouver une stabilité dans l'ensemble des régions du monde, que ce soit en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient ou ailleurs. Il est extrêmement important de rénover l'ONU, donc, et de constater ou de reconnaître que l'ONU est un outil, c'est un espace de confrontation, mais politique et institutionnel, c'est un espace de régulation et d'organisation de la confrontation. Donc, à mon sens, l'ONU est aujourd'hui, sous cet esprit-là, incontournable. Il faut éviter également si vous voulez, de provoquer ou d'agir, et malheureusement, ce n'est pas le sens de l'héritage que M. Pompeo va laisser à M. Blinken, c'est tenté de changer, éviter les conflits sanglants, renforcer les coopérations régionales, empêcher les implosions à l'intérieur des États, ça c'est essentiel, essentiel.
favoriser des dynamiques d'association, éviter ou résorber les dynamiques de dislocation dans ces sociétés, qui sont des sociétés extrêmement diversifiées, et avec des sociétés diversifiées, soit on fait un mélange explosif. Regardez ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, avec les mêmes sociétés et cette même diversité, on peut faire quelque chose de tout à fait différent, une coopération régionale. Et je rappelle, sur la question de la Yougoslavie, j'espère qu'on pourra revenir sur la question et son sens pour l'Europe, notamment en 1989 et 90 à l'époque. Il y a une région qui s'appelle la Voïvodine, dans laquelle il y a plus de 28 nationalités et presque 15 religions. Pas un seul coup de feu n'a été tiré pendant toute la guerre de démantèlement de la Yougoslavie. Pourquoi? Parce que la loi dans l'espace public était une loi commune. Et ceci devrait nous faire réfléchir également pour le Moyen-Orient. La question de la coopération régionale, l'économie, les savoir-faire, augmenter les potentiels humains et la richesse humaine dans cette région du monde. Ne pas favoriser le brain drain, ne pas dire, comme l'a fait une fois Madame Merkel, avec le respect que je dois à Madame Merkel, parce que par certains aspects, on lui doit du respect, de dire il me manque des infirmières, où je vais aller les prendre en Inde. 20 000 infirmières que je vais aller chercher en Inde. Ça, c'est un appauvrissement de l'Inde. On voit le discours qui vient après. Ah, vous êtes des sous-développés, vous n'avez pas de structure médicale, etc., etc., etc. Je schématise, je simplifie, mais ça, c'est également une des questions qu'il faudra soulever dans cette région. Un dernier mot sur l'Europe, et je terminerai sur ce point. Je voudrais raconter ici une anecdote simple. Il s'est fait qu'en 2009, le ministre Vervedrine avait sorti un ouvrage et il a demandé que je sois son répondant dans un débat à l'Institut du monde arabe. Un débat extrêmement intéressant. À un certain moment, j'ai exposé un problème que j'avais eu avec Pascal Lamy à l'époque où je m'occupais des relations scientifiques euro-arabes et méditerranéennes. Et M. Lamy avait dit, si les États du sud de la Méditerranée veulent entrer en modernité, ils devraient s'aligner sur les normes techniques et technologiques de l'Union européenne. Petite parenthèse, regardez ce que ça donne, par exemple, l'huile d'olive, avec les normes hollandaises de décantation et de récolte de l'huile d'olive. Vous voyez un peu les hérésies que ça n'a pas donné. Et lorsque j'ai parlé de cette question, si vous voulez, de cette approche sous l'angle de la dépendance qu'il y avait entre les États du Sud et comment la résorber, il m'a interrompu. Il m'a dit, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? J'ai dit non, dites-moi. Il me dit, vous êtes en train de décrire exactement le même type de relation que nous, Européens, avons avec les États-Unis. Et je crois qu'aujourd'hui, les semaines qui viennent, les mois qui viennent sont une occasion unique pour l'Europe pour se repositionner, qu'elle sorte de sa somnolence, qu'elle sorte de sa dépendance, qu'elle réfléchisse autrement qu'en termes de « je suis le petit télégraphiste de Washington », comme on l'a vu récemment au Liban, malheureusement. C'est aussi le destin de l'UE qui se joue dans ces relations internationales. Il se joue également au Moyen-Orient. J'espère que je n'ai pas trop allongé et que ça permettra d'ouvrir le débat. Je vous remercie pour votre patience.